Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Grégory Montfort, qui est le fondateur et CEO de Ace Good. Comment vas-tu, Grégory? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Trop bien, très content de t'avoir sur le podcast, Grégory. On sait que tu es un acteur majeur de la tokenisation. On avait déjà parlé en off et c'est vraiment important pour nous d'avoir ta voix. On sait que sur Token Talker, c'est un des secteurs d'activité du Web3 qu'on met le plus en avant, c'est la tokenisation. Et on est trop content de t'avoir. Il y a plein de sujets à aborder. Ça risque d'être long, mais restez accrochés. Vous allez voir, il y a beaucoup de sujets intéressants, surtout que Grégory maîtrise très bien le sujet. Grégory, déjà, première question qui me vient à l'idée. Comment tu t'es intéressé au Web3? C'est vraiment une question qu'on pose à tout le monde, c'est que on vient tous de quelque part avant d'arriver sur le Web3. On sait que l'écosystème Web3 ou l'industrie Web3 est assez récente. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es accroché au Web3? Est-ce que c'est les cryptos? Est-ce que c'est la tokenisation directe? Je suis trop intéressé de savoir ça. Alors moi, c'est un peu la crypto, un peu la blockchain. En gros, Ok. en 2019, je suis vraiment rentré à ce moment-là dans le milieu de la blockchain. J'ai commencé à m'y intéresser de façon professionnelle. J'étais déjà entrepreneur dans le secteur de l'entertainment. Donc à cette époque-là, je participais à l'organisation, la coordination de festivals ou d'événements culturels. Ouais, génial. J'organisais mes propres événements dans le milieu culturel aussi, donc j'aidais des fois les artistes à produire des événements ou à produire des projets. Quand des artistes avaient des projets, artistiques, je venais les aider à faire des tournées radio ou autres, à Bruxelles. Et donc à ce moment-là, je c'était des fois un si tu veux, j'étais pas sûr d'avoir des revenus tout le temps. Des fois, c'était un peu instable, donc je cherchais à avoir des petits à côté, créer des revenus passifs. Et j'ai commencé à m'intéresser au début au trading. Donc on m'avait proposé d'abord le fameux trading sur le forex, que tout le monde Ok. a connu, tu vois? Et j'ai très vite perdu de l'argent dessus et je me suis dit: «Oh là, c'est pas cool», et donc je sais pas pourquoi, très vite, trading forex, j'ai rebondi vers le trading, crypto, et j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin, créer un wallet sur Coinbase, différents wallets. Donc c'est là que j'ai commencé à parler un peu des cryptos et de la blockchain, mais de façon assez vague en fait. Et par la même occasion, j'avais des personnes enfin j'ai une personne qui s'appelle Atlan Calbo, qui est venu faire un atelier parce que c'était un danseur, hip-hop, qui est venu dans un de mes ateliers rap, parce qu'à l'époque je faisais des ateliers rap pour des projets, on de l'idée c'était de faire des artistes, on va dire, en voie de professionnalisation à Bruxelles, et faire un échange avec des artistes, au Maroc, dans un festival, tu vois? Donc on avait déjà fait une première édition, là on faisait la deuxième. Et donc quand j'étais en train de remplir le dossier de pour emmener les artistes, je devais remplir un dossier de subvention, et donc je devais collecter des informations sur les artistes. Et Atlan Cabot, je lui dis: «Tu fais quoi comme travail?» Il me dit: «Bah, je suis entrepreneur». Je dis: «OK, tu fais quoi?» Il me dit: «Je suis dans la blockchain». Je dis: «Mais qu'est-ce que tu me racontes?» Alors que moi ça me parlait déjà, parce que j'avais des amis qui faisaient des trucs de trading et tout à côté. Et puis du coup, il m'a présenté son père qui est le fondateur de Selvar. Peut-être que tu connais ce projet-là? Très beau projet. Et donc, c'est à partir du moment-là que je me dis: «Tiens, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui travaille sur un projet blockchain». C'est pas que finalement que des cryptos, que tu as en ligne, tu vois? Et donc, j'ai sympathisé avec, Atlan et Vincent, et eux, ils m'ont expliqué le projet Selbar. Ils m'ont dit: «Tiens, tout ce qu'on peut faire dans le secteur de l'horeca», qu'en France on appelle CHR, donc c'est café, hôtellerie, restauration. Et donc moi je leur ai dit: «Mais je travaille avec beaucoup de festivals et de salles de concert, voire des fois des stades quand il y a des événements, il y a du débit de boissons, tu vois? Donc est-ce que vous êtes relayés ou connectés un petit peu à ce réseau-là?» Ils m'ont dit: «Non, mais pas du tout». Donc on a commencé en fait à travailler ensemble. J'ai, on va dire, collaboré sur la toute première private sale des tokens, SBAR, qu'il y a eu en 2019, où j'ai même investi, directement. Et là, on a commencé petit à petit à s'intéresser, plus fortement à ce qui est de la blockchain, puisque à la même période, j'étais en relation avec Hubert Koundé, qui est, un acteur connu, notamment parce qu'il joue le rôle de cousin Hubert dans le film La Haine, tu vois? Ok. Et à ce moment-là, Hubert, il avait 2 projets. Il avait un projet, de comédie musicale,
plutôt dans le milieu du théâtre, et il avait un projet de film avec une histoire d'un jeune rappeur d'origine africaine qui est pas un super bon rappeur, mais qui est forcé de rentrer dans son pays natal pour voir la famille, et qui finalement, quand il se connecte à son pays, devient un meilleur rappeur. Et en fait, on devait trouver des financements pour ça. Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, mais pourquoi au lieu de faire des financements classiques, où là c'est de la centralisation pure, en fait, tu vas voir des grands pouvoirs subsidiants, tu montes un dossier de 41 pages en 17 exemplaires pour que chacun, enfin tu vois, c'est toute une paperasse, et je me dis, mais pourquoi on ne pourrait pas dupliquer le modèle des ICO à des projets justement artistiques, et permettre à chacun de pouvoir mettre un ticket. Donc j'ai commencé à en parler à Hubert, qui m'a dit, ah, ce serait une super idée. Donc je suis toujours en relation avec lui par rapport à ça, et j'en ai parlé avec plein d'artistes, et puis alors, le problème c'est qu'il y a eu le Covid en fait, et après pendant 2 ans, c'était moi, comme j'étais dans le secteur événementiel, j'ai plus le droit de travailler. Ouais, c'était chaud. Bah ouais. Donc j'ai redémarré un petit peu par après, mais en fait pendant 2 ans, on a pu builder, tester, et moi en fait j'ai commencé à faire la tokenisation sur le projet Cellbar dans un premier temps, et petit à petit j'ai commencé à développer sur d'autres projets de façon freelance, et après je me suis lancé vraiment fin 2021 dessus, quoi. Waouh, bravo. Donc en gros, c'est, tout un process très complet. Donc tu es arrivé, tu t'es concentré sur la partie, crypto, puis après tu as vu qu'il y avait autre chose, notamment la blockchain. Puis après, quelque part, pour toi, la pandémie a été, plus ou moins une chance parce que ça t'a permis de stopper la partie culturelle, de voir autre chose et de te lancer sur, la tokenisation d'actifs, notamment sur tout ce qui est spectacle et concerts et cetera, et c'est grâce à ça que tu as, fondé ou créé Icegood. Alors de toute façon, pandémie, pas pandémie, on l'aurait fait, parce que si tu veux, Cool, OK. l'idée de créer S-Good, c'était une sorte de partenaire privilégié dans le projet Cellbar au début, puisqu'on voulait, on voulait vraiment, comme moi j'étais déjà en relation avec pas mal de festivals, je voulais proposer ce service-là en plus. Et au fur et à mesure que je m'intéressais à la blockchain, je me rendais compte que c'était pas simplement que la tokenisation d'actifs, c'était des cas d'usage de NFT pour du ticketing. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi des partenaires dans le ticketing. C'était des cas d'usage de NFT pour du contenu exclusif pour justement des artistes, pour du fan engagement. Il y avait aussi la tokenisation, plutôt la création de jetons utilitaires pour arriver à créer une communauté, fédérer une communauté, ou justement monétiser tout un contenu de followers que tu pourrais avoir, qui peut-être des fois n'est pas hyper monétisable avec des outils Web 2 tels que Instagram, Mmh. tu vois? Ouais, Et c'est clair. donc il y a eu plusieurs cas d'usage heu, sur lesquels on s'est vraiment intéressé, ou soit des fois j'étais simplement consultant ou advisor, ou simple personne qui faisait des mises en relation entre des artistes et des porteurs de projets. Et après, petit à petit, voilà, on a fait nos 1 vrais cas d'usage entre 2022 et 2023, sur de la tokenisation d'actifs avec du cinéma, musique et édition dans le milieu du livre. Waouh, bravo, bravo, super intéressant. Donc actuellement, si on peut résumer, le cœur d'activité de Icegood, c'est la tokenisation, d'actifs tout simplement, hein, c'est ça? Alors, ça, c'est Ace Fund. Enfin, c'est toujours très compliqué quand je parle d'Ace Good. Ace Good, ça veut dire, Allez, vas-y. on a ACE, ça veut dire Art Culture Entertainment. Et en fait, Good, parce qu'on est là pour optimiser, on va dire, les services grâce au Web3. Donc, on propose des solutions Web3 diverses. Généralement, c'est soit des solutions qu'on développe nous-mêmes, soit des solutions de partenaires comme Cellbar, ou des fois, ça peut être juste une sorte de mise en relation avec un système d'apporteurs d'affaires. Et IceFund, en fait, c'est notre produit qu'on a développé, qui est justement un produit de Génial. tokenisation d'actifs, où là, c'est du RWA, même si on a 2 projets de création de jetons utilitaires qui sont des clients, hein, qui ont besoin de créer, en fait, quand des gens veulent créer ce qu'on appelait avant des ICO, bah, ils ont besoin de créer une première émission de jetons, donc forcément, ils ont besoin de nos services. Et aujourd'hui, c'est pas que de la tech, c'est du service juridique, parce qu'on connaît les bons avocats sur les bonnes Trop bien. juridictions pour faire des mises en relation. Pareil pour l'aspect comptable, pour l'aspect marketing, l'aspect gestion de communauté. On a plein, plein, plein en fait de contacts qui permettent de nous faire gagner du temps, parce que nous, en fait, on a fait notre propre ICO avec Cellbar en 2020 et 2021. Et concrètement, on l'a fait de façon très
artisanal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est pas des gens on n'est pas des gens de la blockchain à la base, on n'est pas des gens du Web3. Et en fait, si tu veux, tu te lances et tu te rends compte qu'à chaque fois, ah mais tiens, il y a l'aspect compliance ceci, ah tiens, il y a Ouais. des frais de listing, ah tiens, il y a du market making, ah tiens, il y a plein de trucs que tu n'avais pas pensé parce que tu connaissais pas. Et donc, pour plein de personnes qui, des fois, veulent lancer des ICO, nous, on a aussi cet aspect où, bah, en fait, c'est du partage d'expérience. On l'a déjà fait. On s'est déjà mangé toutes les portes que vous pouvez vous manger. Et en fait, Pas besoin de recommencer. bah, ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'on fait gagner du temps aux gens parce qu'on on sait qu'est-ce qui marche pas. Et on sait qu'en gros, si vous allez voir telle personne, ça va être rapide, ça va être fluide, ça va être simple, ça va être clair au niveau des devis, des prix ou quoi. Que si vous passez par un autre type de personne ou un autre type de voie, ben, vous allez peut-être vous manger 6 mois ou 12 mois de plus. Et donc, tu vois, on veut éviter ça en fait à nos partenaires, quoi. Donc, il y a quelques projets de jetons utilitaires, mais la plupart du temps, on fait du RWA. Et notre spécificité, c'est plutôt le revenue-based financing tokenisé. Donc là, en fait, on OK, tokenise le chiffre d'affaires futur. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle les avances sur recettes dans le secteur du cinéma et de la musique, sauf que nous, on le tokenise. Donc on le rend en fait un peu plus traçable, un peu plus liquide et aussi ouvert à des plus petits tickets pour permettre à tout à chacun de pouvoir prendre des parts dans des projets artistiques divers. incroyable. Incroyable. On va revenir sur tous les sujets parce qu'il y a beaucoup de mots techniques pour les gens qui nous écoutent. Donc, il va falloir qu'on reprenne certains sujets et puis on va pouvoir les détailler. Quand tu parles de RWA, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, bah, c'est quoi un RWA ou une RWA pour les personnes qui nous suivent et qui ne sont pas encore au courant de ce que c'est? Ouais, alors ça, c'est un petit peu un terme qui est à la mode, je trouve, depuis 2024. Ça veut dire Real World Asset. OK, Donc, ce terme-là, moi, je l'ai découvert franchement qu'en 2023. Mais en gros, d'accord. la tokenisation d'actifs, telle que moi, je l'ai connue en 2020, c'est la digitalisation d'un actif qui existe en vrai. Et en fait, quand tu fais la tokenisation, c'est qu'on digitalise un actif sur un registre blockchain. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu Mhm. d'avoir un registre papier qui prouve que tu es bien détenteur d'une part d'un actif, je vais te prendre un exemple tout bête, c'est que si tu investis aujourd'hui dans une société, tu as des actions d'une société, les actions, c'est pas palpable. C'est pas, tu te balades pas des actions dans tes poches, donc tu peux pas les donner à quelqu'un, c'est toujours un document que tu as sur papier. Et ben là, en fait, au lieu d'avoir le document sur papier, il est sur la blockchain. Ça veut dire que Trop même si bien. tu perds le papier, ben, en fait, il est sur la blockchain. Si tu veux, comme la blockchain s'est mis à jour, enfin, la tenue de registre sur la blockchain est mise à jour tous les jours, toutes les 24 heures. Ben, en fait, si quelqu'un vend une part ou achète une part, tu n'as pas besoin de repasser vers un notaire ou de re-signer un papier, c'est fait sur la blockchain, ça offre plus de liquidité. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, le real world asset, c'est toute cette catégorie d'actifs qui va être simplement digitalisée sur un registre blockchain, mais qui sont déjà des actifs qui existent en vrai. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre d'une part de société, je peux potentiellement rencontrer le CEO de la société, je peux aller dans les locaux de la société, je peux potentiellement décider, voter lors des assemblées générales de la société. Il y a différentes choses. Si je possède un bien immobilier, je peux voir le bien immobilier. Il y a plein de choses comme ça qui sont du real world asset. Et donc, ça veut dire que c'est bien une digitalisation d'un actif qui est dans la vie réelle. OK, d'accord. Bah, alors ça, merci pour l'explication. Je pense que ça va aider beaucoup plus de gens à comprendre ce que c'est que la tokenisation RWA, et cetera. Et donc du coup, grâce à la tokenisation, je peux acheter donc des parts, comme tu l'as dit, d'un actif tangible et toi, tu rajoutes dans ce token-là les RBF? Absolument. Parce OK. que, en Est-ce que fait, tu peux du coup nous réexpliquer encore c'est quoi le RBF et comment c'est intégré dans le token? alors le RBF, c'est ce qu'on appelle du Revenue-Based Financing. Donc, c'est une avance de chiffre d'affaires. Donc, je vais te prendre un exemple tout bête. Je vais prendre l'exemple tout simplement avec un client qu'on a actuellement qui s'appelle Madfilms, que c'est une offre qui Génial. existe sur notre plateforme. Donc là, Madfilms, c'est une offre c'est une maison de production dans l'audiovisuel qui font principalement des séries documentaires et des fictions. Ils sont basés sur Montpellier. Ils ont actuellement 3 séries qui sont diffusées sur 80 territoires différents. En France, ils ont Arte et Canal+ qui diffusent leurs séries. Donc les séries, tu peux les voir, hein, ça s'appelle Déclic,
ça s'appelle, Nos Futurs et ça s'appelle, ouais, Butterfly Effect. Il y a une autre série qui s'appelle, Point de repère. Voilà, parce qu'il y a le OK. Point de repère, c'est en français et c'est Butterfly Effect en anglais. Donc ces séries-là, elles sont diffusées et quand c'est diffusé, en gros, sur Arte ou Canal+, Arte, ils ont un budget, tu vois? Et mettons, 100 000 €. Ils disent: «OK, ben, on achète pour 2 000 € l'épisode et on vous achète pour 16 épisodes qu'on va diffuser pendant 4 ans». Tu vois? Et donc tous les semestres, ils te payent, ils te disent: «Voilà, on a diffusé, 10 épisodes ce semestre-là, donc on te doit 20 000 €», ils te font un versement de 20 000. Et comme tu as signé un contrat pour 4 ans, tu as des revenus futurs qui savent que tu sais, en fait, que tous les semestres, tu vas toucher 20 000 D'avance. pendant 4 ans. Mmh. Donc ça, Matchfilm, ils ont des contrats signés avec, Al Jazeera, Canal+, Arte, Radio-Canada, 80 territoires dans le monde et Waouh, donc bravo à eux. ils ont des revenus futurs, si tu veux, qui sont estimés à 800 000 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce catalogue de séries-là, pour les 5 prochaines années, c'est 800 000 € dans la poche de Matchfilms. Bah, aujourd'hui, ils vendent leurs revenus futurs. Non pas qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont 800 000 €, donc si tu veux, c'est pas un problème. C'est juste qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir de l'argent maintenant. Parce qu'ils ont pas envie d'attendre 5 ans pour avoir 800 000. Ils ont besoin d'avoir 400 000 € maintenant, parce qu'ils ont un projet avec une comédienne qu'on va pas citer parce que c'est des accords de confidentialité, mais en fait, c'est une comédienne qui a eu des premiers rôles enfin pardon, des seconds rôles dans des films Marvel ou des films, Mission Impossible avec Tom Cruise, donc c'est Waouh, des super films et là, ils veulent leur offrir un 1er rôle et donc ils ont besoin de 400 000 € pour bloquer son pour la cachet. payer. Bah ouais, Pour bloquer son cachet pour pouvoir dire: «Elle est dans le film». Et une fois que si tu veux qu'elle t'annonce que tu as la comédienne dans le film, forcément ça devient encore plus bankable et pour ça, ils ont besoin de 400 000. Donc en fait, ils vendent, pour 400 000 € les revenus futurs. Donc nous, on a créé, en fait, c'est là qu'intervient la tokenisation, c'est qu'on a créé, en fait, 200 jetons de 2 000 € et n'importe qui peut acheter un jeton à 2 000 € et avoir une partie des revenus futurs de Madfilms pendant 5 ans. Et eux, comme ils sont sûrs d'avoir 800 000, eh ben, ils s'engagent à reverser jusqu'à 500 000 €, c'est-à-dire 25 de retour sur investissement. Et donc à chaque fois que quelqu'un achète un jeton, il aura un versement tous les semestres. Donc tous les semestres, il y a des relevés de vente, si tu veux, de la part du distributeur qui a collecté, les droits auprès des chaînes de télé, qui dit: «Voilà ce qu'on a payé et voilà ce qu'on reverse aux détenteurs de jetons». Et donc en gros, il y a 25 ici de revenus garantis. C'est vraiment chouette pour le coup parce que c'est un revenu garanti ah ouais, et il c'est censé être atteint dans les 5 ans, mais c'est possible que ce soit atteint avant parce que Madfilm est une société active, donc si tu veux, aujourd'hui, ils ont 3 séries, mais ils sont en train de tourner une 4e saison pour la série, une des séries et tourner une 2e saison pour une de leurs séries. Donc il y a 2 saisons supplémentaires qui vont peut-être être vendues d'ici les prochains mois, qui vont augmenter, en fait, les revenus et donc potentiellement, d'ici les prochaines années, ils vont percevoir plus tous les semestres, ce qui fait que le 25 va être atteint plus rapidement que prévu. trop bien. Bah, bravo pour le projet et puis, félicitations aux investisseurs d'avoir senti avant tout le monde, ce projet et de pouvoir avoir l'avantage d'avoir ces revenus encore en plus. Donc merci vraiment pour l'explication, bah, aussi bien des RWA que du RBF, c'est beaucoup plus clair. C'est important de prendre le temps pour les personnes qui sont encore nouvelles. Toi, on sait que tu es très fort dans l'écosystème, bah, tokenisation, puis parfois, bah, pour les nouveaux, les novices et on sait qu'encore il y a beaucoup de gens qui sont très récents dans l'écosystème et qui arrivent et ça fait trop de mots d'un coup et ils ne comprennent pas tout le temps. Donc vraiment, merci d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça. Donc si moi, je suis une société, quel service je peux attendre de ta part et la part de tes sociétés? Alors nous, Waste Good, on va intervenir sur plusieurs pans. En fait, on OK, est concrètement, on est focus sur 2 verticales. La première, c'est vous aider à vous financer. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir proposer la tokenisation dans le cadre où vous avez besoin d'un financement de croissance, un financement de trésorerie ou lever des fonds. On peut cool. avoir des entreprises qui ont pas besoin de lever des fonds, mais qui ont plein d'actifs qui sont illiquides et qui veulent du coup les rendre liquides grâce à la tokenisation. Sinon, on peut en fait créer, d'autres types d'outils, parce qu'on est on je vais annon on va annoncer un partenariat bientôt avec Metacard, qui va permettre en fait de créer des cartes cadeaux ou des cartes de dons, pour des entreprises ou des marques, qui permettra d'augmenter la visibilité, voire, de générer des revenus supplémentaires. Et donc nous, en fonction
des entreprises, on peut permettre de générer des revenus supplémentaires avec une stratégie Web3 ou tout simplement l'utilisation de certains outils de cas d'usage Web3 très spécifiques, comme pourrait être les NFT, la tokenisation, ou tout simplement, il y a des entreprises des fois qui ont besoin de. On nous a demandé, par exemple, tu vois, de faire de la traçabilité de documents grâce OK. à la blockchain. Donc nous, en fait, ici, on demande un cahier des charges et on sollicite les entreprises IT et entreprises, enfin les développeurs blockchain qu'on a pour remettre un devis et créer un produit sur mesure. C'est aussi quelque chose qu'on va pas développer nous, mais vu qu'on a plein de développeurs dans notre réseau, bah, des fois, autant donner du travail aux gens qui travaillent avec nous, quoi. OK, super clair. Donc en gros, je suis une société, j'ai besoin de lever des fonds. La tokenisation peut être une des solutions qui va me permettre de faciliter justement l'accès à des capitaux, à des fonds, à du RBF, et cetera. Et toi, tu arrives avec la tech, tu fournis la tech et les gens peuvent démarrer quasiment à l'instant T. C'est exact? Oui, c'est ça, en moyenne, ce qui prend nous, d'un point de vue technique, dans les 24 heures grand max, on arrive à créer, une marketplace d'investissement, donc c'est pas trop dur. Mais ce qui prend le temps, c'est plutôt de paramétrer l'opération parce il faut avoir, bah, des fois des contrats, des packs d'actionnaires, des contrats de BSR, Ouais, des contrats de revenus futurs. Donc ça, c'est du travail d'avocat et légal et ça prend des fois 2, 3 semaines. Il y a aussi, tout un aspect marketing à mettre en place avec un pitch deck, avec, des BP, mmh, enfin des plans financiers et tout ça, en fait, quand les founders, ils sont pas encore prêts, bah, ça peut prendre le temps on prend le nécessaire, enfin, on prend le temps nécessaire avec eux pour les accompagner, mais c'est à eux de nous fournir les informations liées à leur bien sûr. entreprise. Nous, on peut pas, inventer, quoi. Ah, incroyable. OK, donc on voit un petit peu plus la vision globale de ce que tu apportes. Et est-ce que tu arrives à trouver le lien actuellement entre ton ancien secteur d'activité, donc qui était la musique, et la tokenisation? Est-ce que tu as réussi à allier les 2? Oui, on a des opérations, tokenisation de musique qui ont déjà eu lieu au mois de janvier. Donc là, c'était un pur produit, heu, promotion, on va dire, parce qu'on participait au CES de Vegas. Donc j'avais demandé à une de mes amies qui est une rappeuse, sur New York qui est un peu connue parce qu'elle avait déjà fait des morceaux connus avec des artistes comme Talib Kweli ou DJ Premier. Elle avait une petite carrière sympa, elle fait régulièrement des petites tournées en Europe. Donc là, on a financé un de ses remixes. On avait créé 10 jetons à 100 euros, tu vois, donc c'était juste un petit remix à coût de 1 000 euros. Mais à partir du mois de juillet, on est en discussion avec des artistes pour des projets gospel, un projet plutôt pop, variété afro et un projet, de rap américain. Donc là, c'est un artiste justement qui avait fait un clip pour la BO du film, Spider-Man. Donc il y a un film d'animation Spider-Man qui était sorti et il avait fait la bande originale. Le clip avait fait 80 millions de vues et là, pour son prochain Waouh! album, il veut le tokeniser chez nous, quoi. Donc on a 3-4 projets. Des projets reggae aussi avec Africa United, 3-4 projets en fait de production originale où les gens vont pouvoir devenir, quelque part contributeurs, coproducteurs du projet, et percevoir des royalties, pourquoi pas des accès aussi spécifiques pour les pas les avant-premières, mais les release parties, des albums offerts, ainsi de suite. Donc c'est pas tout à fait du crowdfunding, mais c'est de la participation, à un projet avec un peu plus de droits qu'un simple crowdfunding, justement. Donc on a Ouais, 4 c'est projets génial. qui démarrent sur les prochains mois. Bah, bravo, vraiment bravo à toi, en tout cas impatient de voir ces projets sortir. Tu parlais justement avant du, CES et de la chanteuse que tu as pu «tokeniser» entre guillemets au CES. Tu as eu aussi un prix, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce prix que tu as eu? Parce que moi, j'aurais commencé par dire ça, mais toi, on voit que tu es très humble, tu as rien dit, bah, alors je le dis pour toi. Félicitations, tu as eu un prix. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, lors du CES, il y a beaucoup de concours qui sont organisés. Il y a le concours, je crois, le plus prestigieux, c'est ce qu'on appelle les Innovation Awards. Et là, je fais une petite parenthèse, c'est important de le dire, il y a une entreprise qui s'appelle Renewtech qui a gagné justement les Innovation Awards. Et il y a un concours qui est plutôt orienté sur des entreprises francophones qui s'appelle My Global Village,
qui travaillent dans OK. différents secteurs. Donc, il y a des secteurs Web3, des secteurs biotech, des secteurs sustainable. Et donc, en fait, il y a des concours par secteur. Donc, il y a un gagnant par secteur. Donc, moi, en fait, quand je me suis inscrit, on m'a dit, mais tu es une entreprise Web3. Je dis oui, ben, du coup, inscris-toi le vendredi. Le vendredi, je m'inscris et je termine premier du concours Web3. Cellbar Waouh! termine deuxième. Donc, j'étais content parce que du coup, c'est les deux entreprises dans lesquelles j'étais ben, impliqué qui finissent à la première et deuxième position. Donc moi, je dis au Trop bien, responsable du bravo. concours: «J'ai fini premier sur la catégorie Web3, qu'est-ce qui se passe?» On m'a dit: «Mais tu es juste qualifié pour la grande finale de cet après-midi». Et donc l'après-midi, ça venait clôturer en fait le CES. Il y avait toutes les startups qui avaient gagné, et donc il y a Renewtech qui avait gagné l'Innovation Award, qui pour le coup est ils ont eu un Innovation Award, donc en fait, ils ont gagné la plus prestigieuse des compétitions, qui termine à la deuxième place. D'ailleurs, bravo à Laurent Mendy, avec qui je suis devenu ami. Et puis moi, je termine premier. Et je ne m'y attendais pas, tu vois. Je dis, ah bon, je suis Incroyable. premier. Donc là, on gagne. Et puis il y avait Gary Shapiro, qui était le CEO du CES, qui venait justement à l'occasion, enfin pas récompenser, mais en tout cas féliciter les gagnants. Donc il y avait la presse. Et à ce moment-là, en fait, on a terminé à la première place, qui nous a donné le droit de faire partie de certains cercles privilégiés d'investisseurs et de fondateurs, et de concrètement faire du réseau beaucoup plus qualitatif pour notre travail. Et ce qui était super intéressant, c'était que bah, du fait qu'on a été validé au CES, on a pu avoir des articles de presse en Belgique. Et dans la foulée, en fait, le RWA est devenu grave à la mode parce que BlackRock a tokenisé un fonds d'investissement, je crois, peut-être 2 mois après. Et moi, tu vois, la OK. tokenisation, je parlais aux gens depuis peut-être 12-15 mois, tu vois. Et là, en fait, ça a fait sens. Les gens, ils ont dit, ah oui, mais tiens, ça entre en fait un peu dans les mœurs. Et donc, j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus me voir en me disant: «Tiens, ça nous intéresse de tokeniser», parce que je vois avant quand j'en parlais, les gens me disent: «De quoi tu me parles?» Et là, les gens me disent: «Ah ouais, super, ça peut être hyper intéressant». Donc, il y a eu vraiment un virage, je crois. Je sais pas si c'est lié à l'actualité, ou peut-être que à force que j'en parle, mais aujourd'hui, du coup, c'est beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus ouverts à ça, comprennent des fois un peu mieux. Et donc, on arrive plus facilement à onboarder des clients et des investisseurs sur, ce modèle de financement. Justement, c'était une de mes questions. Comment tu fais pour parler, on va dire, aux gens qui ne connaissent pas? Parce que donc tu disais, ACE, donc c'est vraiment tout ce qui est, art, entertainment et le C, j'ai oublié, culture? Et donc Ouais. c'est ça, hein, culture? Donc du coup, comment tu fais parler pour parler à des gens comme ça, qui n'y connaissent rien, et leur expliquer que la tokenisation, ça va bouleverser leur vie? C'est quand même incroyable. Ouais, ben en fait, je parle pas de tokenisation justement. Je parle, des mots qu'ils connaissent déjà. Et OK, surtout, au lieu de leur parler de la tech, je leur parle des avantages de la tech, les bénéfices qu'ils vont avoir. Donc tu vois, un artiste, par exemple, comme, Grand Corps Malade, il est d'accord. signé aujourd'hui, je sais plus dans quelle maison de disques, il a que 8 de ses droits. Ah, c'est pas beaucoup, hein. C'est que dalle. Moi, Ah ouais, aujourd'hui, si je veux voir un artiste et je lui dis en gros, quand tu te finances, les avances sur recettes, on les digitalise sur une plateforme d'investissement qu'on va créer qui s'appelle un Décrou. Donc, je peux te la je lui montre la plateforme et je lui dis: «C'est toi qui vas vendre les avances sur recettes de ton projet, et comme elles sont digitalisées, n'importe qui peut venir les acheter, et au lieu d'avoir, bah, les 8 que tu as actuellement, c'est toi qui fixes tes règles. Donc tu as qu'à garder 80 pour toi et tu donnes 20 à ton public». Et donc là, tu gagnes déjà 10 fois plus. Rien que tu vois, génial. expliquer comme ça, il y a pas un artiste qui me dit: «Ça m'intéresse pas». Bah oui, c'est sûr. Vu comme ça, Donc ça j'explique change comme tout. ça, Donc tu et leur ensuite expliques pas la blockchain, mais tu leur expliques les avantages et les cas d'usage. après je leur fais la démo. La blockchain, si tu veux, c'est simplement l'outil qui est derrière, qui permet que ce soit transparent, qui permet que ce soit liquide. Et une fois qu'ils ont compris, qu'ils voient et qu'ils le testent, ils disent: «OK, on comprend». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, même au niveau des fois crowdfunding, tu vois, il y a des artistes qui disent: «Oui, mais nous, on n'a pas envie de 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 faire, investir notre public dedans parce que ça veut dire on est en galère d'argent ou quoi». Je dis: «Mais c'est pas du Mmh, tout comme ça qu'il faut présenter les choses». c'est clair. Aujourd'hui, les gens, ils vont pas investir dans Grand Corps Malade ou dans un projet parce qu'ils se disent: «Tu es en galère, je te donne». Ça, c'est du crowdfunding, c'est du don. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, tu leur donnes le droit
d'acquérir une partie de ton actif, de tes droits, de ton catalogue, des avances sur recettes. Donc tu as le droit de devenir en fait, producteur de ton projet et de percevoir des royalties à vie. C'est une chance que tu leur donnes et les places, elles sont limitées puisqu'il y a un nombre d'avances sur recettes, de jetons d'avances sur recettes qui sont limités aussi. Donc du coup, quand tu leur donnes ça, ça crée un FOMO et en fait, on va d'abord aller chercher dans un premier temps tes super fans, si tu veux, parce que moi, je crois vraiment à l'engagement des gens qui disent aujourd'hui, tu vois, quand je discute avec des fans de musique, c'est des fois des gens qui claquent entre 500 € et 1 000 € par an dans la musique. Parce qu'ils achètent des places de concert, ils achètent des albums, ils achètent des t-shirts. Ils me disent, mais moi, je préférais mettre 1 000 €, 500 € dans mon projet Dans d'artiste une favori part. et Ah oui, avoir justement des retours sur investissement, tu vois. ouais, c'est clair. Donc déjà, il y a un noyau dur de fans. En moyenne, c'est un petit noyau dur, hein, mais c'est entre, 3 et 20 de tes fans, si tu veux, qui vont vraiment t'apporter cet argent-là. Et ensuite, tu as les gens qui vont suivre. Tu as, les gens qui vont dire: «Moi, je m'en fiche, en fait, de gagner de l'argent, mais si au final j'investis et que j'ai un petit quelque chose en retour, plus un album, plus des places de concert offertes, au final, je me dis: "C'est cool"». Et après, tu as des investisseurs qui vont se dire: «Bah, tiens, finalement, en termes de diversification de portefeuille, au lieu d'aller sur l'immobilier qui, bon, offre pas tout le temps des rentas hyper ouf, qui aller sur la crypto où des fois c'est hyper risqué, même tu peux faire des fois 1000, mais tu peux aussi, tout perdre et puis, tu vois, il y a beaucoup de scams». Bah, là, se dire: «Tiens, il y a dans ma diversification, j'ai un produit, c'est un artiste que j'aime bien, j'investis dedans». Et quand tu sais qu'en moyenne, les artistes qui ont des catalogues qui sont diffusés en radio ou sur les plateformes de streaming, ça rapporte entre 11 à 14 en moyenne, c'est pas une rentabilité qui est dégueu, tu vois? Ouais, c'est clair. Donc tu peux te dire ça peut être un investissement ou un placement qui peut être intéressant en termes de diversification. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans le club avec parce on va créer un club deal en fait. Quand tu es dans le club, en fait, tu rencontres les artistes, tu rencontres les producteurs, tu es en contact avec eux. Donc si tu veux, tu as accès à plus d'informations pour savoir est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher. Et aujourd'hui, c'est pas que le talent. Concrètement, si Le tu mets le budget réseau, marketing qu'il faut, ouais, mais même le budget marketing aujourd'hui, tu sais, des ouais. artistes comme PNL, ils avaient une vraie stratégie marketing, ils ont mis le budget pour que ça marche. Donc des fois, tu vas prendre, une artiste pop ou variété française, tu sais que, si tu travailles avec telle maison de disques et tu mets tel type de budget, ça marche. C'est sûr et Ouais, certain. Et donc automatiquement, ouais. automatiquement, tu sais que tu vas avoir des diffusions radio, des diffusions concerts, des diffusions, streaming qui vont rapporter, le 11 à 14 pendant 5 ans et au final, tu te retrouves, tu retombes sur tes pattes, en fait, tu vois? Ouais, ouais. Bah, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Je t'enverrai le en off le contact d'une personne, qui est dans la musique et qui est justement en train de lever des fonds pour faire, son album. Peut-être ça pourrait t'intéresser. Mais c'est super intéressant. Je comprends mieux, vraiment enfin dans la direction que tu proposes à tes clients. La question que je me pose, c'est que, bon, on sait qu'il y a plusieurs tokens, types de tokens. Ce que toi tu proposes, c'est du royalty token, c'est exact? Alors, c'est le nom qu'on l'a appelé, c'est le royalty token effectivement, donc c'est vraiment des tokens qui proposent en fait, c'est des parts de chiffre d'affaires futur. D'un point de vue classification juridique en France, c'est une sous-catégorie du securities puisque l'AMF considère en fait que le RBF, c'est, une sorte d'obligataire ou de créance déguisée, tu vois? Donc c'est OK. pas tout à fait une créance, mais en gros, comme il y a, cette histoire de faire une avance, c'est ce qui se rapproche le plus. Donc du coup, c'est une sous-catégorie de l'obligataire qui rentre dans le security token. Super intéressant. OK, très, très clair. Ah maintenant c'est beaucoup plus compréhensible et je pense que c'est compréhensible beaucoup pour tout le monde. Hem, on a parlé juste avant que tu faisais un club deal. Je crois aussi que tu as une plateforme qu'on appelle donc Icefond et Indecroo. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette plateforme et comment, bah, justement, c'est quoi son rôle dans la coproduction de projets culturels? Est-ce que c'est un petit peu ce que tu nous as expliqué juste avant ou c'est encore quelque chose de nouveau? Alors Indecroo, c'est un projet global pour les artistes, c'est une marque où du coup il y a Génial. la plateforme de tokenisation, c'est Icefund, c'est ce premier produit qu'on met en avant pour les artistes et on propose en fait plein d'autres solutions, à destination des artistes qui pourraient être, des solutions de plateformes de streaming Web3 comme Artis, Network qu'on espère pouvoir proposer à partir de dernier trimestre, 2024.
Metacard, on peut avoir la création de collections d'NFT, donc tout ce qui se rapproche au milieu artistique, on le fait. Un des crews a sa propre marketplace d'avance sur recettes tokenisées, donc du coup, pour les artistes Génial. indépendants, on va les lister dessus. Et après, pour IceFund, c'est simplement l'outil qui permet de créer des marketplaces d'investissement en marque blanche. Donc, on pourrait avoir un label qui dit, moi, je veux ma propre marketplace d'investissement pour mes investisseurs, donc on va lui fournir la technologie pour le faire. On va bientôt en développer une pour une maison de production dans le cinéma. Donc, tu vois, on permet vraiment de créer ça. Et comme on a plusieurs projets aujourd'hui, on a des plateformes enfin, des clients, pardon, dans l'immobilier, dans le corporate finance, on a Selvar, on a des clients dans la tech, dans l'IA, qui veulent en fait lever des fonds et utiliser la plateforme. Bah, nous, en fait, le Club Deal, ça permet d'avoir accès à toutes ces opportunités d'investissement, de pouvoir mettre des tickets et surtout, en fait, il y a 3 formules. Il y a une formule basique pour monsieur, madame, tout le monde qui est à 50 € par mois, qui coûtera 250 € l'année. Donc, tu vois, on passe de 600 € l'année à 250 d'un cash, pour avoir accès à ces opportunités d'investissement. Il y a pour les professionnels, donc plutôt, je pense à des business angels, ce sera une offre à 1 000 € l'année et eux, ils auront accès en plus de ça, aux revenus garantis. Donc, comme l'offre Matfilms, tu pourras investir dedans que si tu payes l'adhésion avec la possibilité d'avoir des rencontres business. Et il y a l'offre VIP qui permet d'avoir accès à certaines offres spéciales avec à haut potentiel de rendement et surtout des rencontres d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est partenaire on peut être partenaire en fait de certains événements au Festival de Cannes. On peut avoir des réalisateurs de films qui, lors du Festival de Cannes, vont présenter leur prochain projet, leur prochain scénario, ou montrer des teasers et proposer à des investisseurs de se lancer dans l'aventure. On peut faire des side events à Vivatech ou CES, où on sélectionne aussi des startups, et les gens vont dire, tiens, ok, nous, ça nous intéresse de mettre un ticket, et en fait, on organise des événements pour Waouh, des OK. investisseurs, et ça, c'est que pour les membres du club, tu vois. C'est fou ça. Et comment on peut rentrer dans le club? Comment ça se passe? Comment on fait pour te contacter? Ou quel est le meilleur moyen de te contacter? Et quand tu parles de projets comme ça, donc c'est que pour les gens du club. Si je suis pas dans le club, je peux pas avoir accès à ces produits. Donc du coup, comment ça se passe pour les gens qui sont un petit peu curieux et qui veulent en savoir plus? Alors, nous, on peut nous contacter facilement sur LinkedIn. Moi, c'est Grégory Montfort sur LinkedIn. Maintenant, je suis assez réactif aussi. On a une page Instagram et un compte Twitter. OK, À partir du mois de juillet, on va lancer les offres du Club Deal sur le site acefund.io. Il y aura un groupe Telegram pour les gens du club. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que tous les investissements se font sur la blockchain, donc on va pouvoir aussi sélectionner les investisseurs qui mettent le plus de tickets, parce que tu vois, il y a des gens qui veulent faire partie du club plus pour être c'est plus social. Donc nous, les gens qui veulent simplement venir à des événements pour boire du champagne, c'est sympa, mais au final, s'ils mettent pas de tickets, on le saura puisqu'on aura un track record. OK. Ceux qui mettent le plus dans l'année seront conviés à des investissements très, très, très privés. Un investissement qu'on a privé, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'on a un coproducteur, parce qu'il y a un film qui est coproduit par 2 entités, et un des coproducteurs nous a sollicité. C'est un film avec Jessica Chastain et Al Pacino, et donc là, c'est l'opportunité de pouvoir financer le film, mais c'est que pour les membres du club, quoi. Et c'est réservé à certains types de personnes. Waouh! OK, bah, super intéressant. En tout cas, ça donne envie. Donc pour les personnes qui ont besoin ou envie d'avoir plus d'informations sur ce que fait Grégory, vous le contactez sur LinkedIn. Il y a le lien en description. Pour les personnes qui regardent le format vidéo, on l'a partagé, mais il y a aussi le lien en commentaire. Les personnes qui écoutent, le format podcast et qui ne regardent pas le format vidéo, pareil, dans le lien en commentaire, vous avez le LinkedIn, de Grégory et les liens sur le site internet. Donc allez vous connecter, allez regarder ce qu'il fait, c'est super intéressant et bravo Grégory pour ce que tu fais. Donc sur la partie musique, donc tu disais juste avant que tu avais aussi aidé une chanteuse rappeuse à avoir un peu plus de visibilité, d'impact et donc de financer son remix. Tu peux nous partager le nom ou c'est confidentiel de la rappeuse? Parce que du coup, tu nous as un peu teasé et maintenant on se demande qui est cette rappeuse? Alors oui, je vais même te partager le lien
du clip. En fait, elle s'appelle Dynasty. OK, D'accord, attends, je vais te montrer. Et le morceau s'appelle Magnificent. trop bien. En fait, ça veut dire magnifique. C'est un morceau qu'elle a réalisé il y a 10 ans, quand elle faisait beaucoup de tournées à l'époque en Europe. Et j'aime beaucoup ce morceau parce qu'en fait, elle parle du fait d'être magnifique. En gros, c'est un petit peu du woman empowerment, mais ça pourrait être pour vraiment tout le monde. Elle explique que quand en gros tu deviens la meilleure version de toi-même, c'est là que tu rencontres le succès en fait. Il y a pas besoin de se comparer aux autres, Mmh. c'est juste que tu deviens toi, et quand tu deviens toi et avec, que tu es épanoui, bah, c'est là finalement que tu es magnifique et que tu rencontres le succès. Donc ce morceau-là, elle avait déjà enregistré. Nous, elle avait toujours rêvé en fait de tourner un clip. Elle a jamais fait, le clip de ce morceau-là, alors qu'elle le fait, elle le fait pas mal c'est un de ses morceaux phares. Et donc elle s'est dit: «Tu sais quoi? Je vais faire un remix, je vais tourner le clip». Et donc elle se dit: «Tiens, je vais faire un petit financement à hauteur de 1 000 €». Et l'idée, ce serait de pouvoir, permettre ensuite aux gens de pouvoir prendre 60. Donc les détenteurs se sont partagés, chaque token valait 6 des revenus, futurs du remix. Voilà. Et potentiellement, on va essayer, vu qu'en plus c'est une amie et que je suis vraiment assez proche d'elle, on va essayer de mettre en place des opérations, de promotion du remix, pour que les gens puissent, aussi, si tu veux, s'associer à ça. Parce que le fait, je trouve que le message, en fait, il est universel. Se dire, le woman empowerment, se dire, quand tu es toi-même, c'est là que tu réussis. C'est pas que lié à Dynasty, c'est lié à tout le monde. Et potentiellement, ça pourrait être utilisé pour une marque de cosmétiques, une marque de vêtements, pour un incubateur de start-up, en disant, «Allez-y, croyez en vous», quoi, tu vois? Donc au final, pour moi, cette chanson-là, ça peut être un hymne à l'épanouissement personnel, qu'on pourrait potentiellement décliner partout, quoi. Ouais, OK, trop, trop cool. Bah, franchement, bravo, bravo pour ce que tu fais. Ça donne vraiment, vraiment envie de suivre les activités, ce qui va arriver par la suite. Quels sont actuellement les plus gros, peut-être les plus gros défis que tu peux recevoir dans l'écosystème Web3, notamment sur les RWA, la tokenisation? On sait que c'est encore récent et on sait qu'il y a des défis. Et quels sont, toi, bah, actuellement, les principaux défis que tu as, et que tu rencontres pour déployer bah, ta technologie, pour déployer ton activité, pour déployer ce que tu fais? Est-ce que le problème, c'est un problème d'éducation? Est-ce que le problème, c'est un problème réglementaire? Peut-être que c'est les deux en même temps. Peut-être que c'est un troisième qui est lié peut-être encore à la connaissance et à la peur que les gens ont du Web3 ou de la blockchain. Quels sont, toi, les plus gros défis que tu as actuellement? Alors il y en a plusieurs, le 1er en fait, c'est de vraiment, créer une communauté d'investisseurs. C'est pour ça d'ailleurs Ouais, qu'on crée un club deal, parce que je vois que c'est pas un défi qui est lié que à ma personne et à mon activité. C'est lié en fait à toutes les entreprises qui veulent lever des fonds. Quand tu as pas de communauté, d'investisseurs, ou que tu as pas de communauté, c'est des fois un peu difficile. ouais, Donc c'est nous, le dur. fait de créer une propre communauté qui sont prêts à s'engager et investir dans des projets, je pense que ça peut être un vrai, 1er financement d'amorçage pour des projets. Donc ça, il y a ça, c'est notre premier défi, d'arriver à fédérer une communauté sur des gens qui ont envie d'investir dans des projets, à impact quelque part. La deuxième des choses, c'est la réglementation. Non pas que c'est dur d'être conforme à la réglementation, mais que ça change tout le temps, et que nous, en Mmh. fait, on a potentiellement des pays enfin des projets de plusieurs pays. Et donc forcément, il faut que tu sois compliance avec la régulation, anglaise, suisse, belge, française, africaine. Et donc des fois, il y a des projets que tu peux pas faire, ou que tu peux faire que partiellement parce que la régulation fait que, et qu'en plus de ça, elle évolue. Et des fois, en plus, il faut faire comprendre la réglementation aux avocats des porteurs de projets. Parce que si tu veux, nous, on fournit qu'une technologie, mais quand tu tombes sur un avocat qui te dit, bah, enfin, je sais pas, l'avocat, d'une maison de production de cinéma qui a jamais fait de tokenisation, il va commencer à te dire: «Oui, mais tu dois être PSAN, tu dois avoir tel agrément pour faire ceci, faire cela», alors qu'en fait, bah, non, il y a pas besoin, enfin, tu vois? C'est pas moi qui digitalise mes actifs, c'est pas moi qui les vends, je les détiens pas, j'ai pas besoin d'être PSAN. Moi, je te fournis une tech, tu vois? Donc des fois, il y a des mésententes, il faut, bah, réexpliquer. Heureusement, pour ça, je travaille avec le cabinet MO Avocat de Mohan Widja, qui est pour moi, au top là-dessus, et qui m'accompagne beaucoup
sur, sur l'aspect légal, en fait, soit pour qu'on soit compliance à titre personnel, enfin plutôt en tant que structure, ou soit qui va accompagner nos clients pour qu'ils soient dans les clous, en fait. L'idée, c'est vraiment que Génial. pour qu'ils puissent aller chercher les autorisations ou les agréments dont ils ont besoin. Et en fait, la 3e des choses, c'est, je l'ai compris qu'après quand on fait de l'investissement, c'est que quand tu fais l'investissement, quelque part, parce que nous, c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est pas aller chercher des investisseurs tout azimut. Il y a des types d'investisseurs avec des thèses d'investissement et certains types de montants. Et par exemple, tu vois, quand on veut proposer des offres de revenus garantis, comme on a fait avec Mathfield, moi, comment dire? Un peu naïvement, je me dis: «Ouais, c'est quelque chose qui va pouvoir intéresser des asset managers». Donc on peut en parler d'asset managers de grandes banques ou de courtiers, enfin des courtiers en assurance, tu vois? Sauf que pour eux, en dessous de 50 millions ou 100 millions, c'est pas intéressant. Donc là, tu vois, Et ouais, on ils veut font pas. 400K, ça, c'est pas intéressant. Donc là, du coup, on va plutôt s'orienter vers, soit des gestionnaires de patrimoine ou des personnes qui veulent mettre des détenteurs crypto ou, des privés qui veulent avoir, un revenu garanti. Et inversement, des fois, quand tu vas sur des projets, donc des fois, c'est que tu vas taper des investisseurs trop gros, des fois, c'est des trop petits. Des fois, le projet, ça correspond à ce qu'ils veulent en termes de renta, mais c'est pas un produit, qu'ils ont l'habitude de faire parce qu'ils Ouais. font pas du cinéma, ils font pas de musique. Donc il y a quand même pas mal d'acculturation à faire, mais les choses bougent. Franchement, les lignes bougent. C'est-à-dire que les asset managers aujourd'hui commencent à être ouverts sur des investissements plutôt, on va dire, entertainment, culture, des investissements, plutôt innovation, tu vois? Donc des fois, ils se disent: «Tiens, puis si on mettait pas 1, 2, 3% de notre budget, tu vois, pour tester, tu vois, pour de l'innovation, ça peut être intéressant». Donc en fait, au lieu de mettre des budgets dans l'innovation, autant tout simplement investir dans l'innovation, tu vois? On a voilà, des gens qui veulent s'intéresser à la tokenisation et qui des fois, en fait, vont le faire sur des produits, safe, ou des fois, il y en a d'autres qui vont tout simplement aller chercher de la rentabilité et ils vont se dire: «Bah, tiens, c'est un produit, qui est rentable et on s'y met». Donc il faut arriver justement à identifier, c'est ça, en fait, le Mmh. défi, savoir l'interlocuteur qu'on a en face. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être intéressant pour mettre le ticket? Est-ce qu'il a le ticket? Est-ce qu'il a le montant dont il dit qu'il a? Parce que beaucoup de gens, tu sais, en théorie, tout le monde a l'argent, tout le monde veut mettre un ticket, mais en pratique, moi, je peux t'assurer qu'il y a très peu de personnes qui mettent des tickets d'investissement sur des produits, hein, de tokenisation. Donc si tu veux, entre oui, ça nous intéresse et oui, on le fait réellement, Il y a un tu monde. absolument. Ah ouais, je comprends, je comprends. Ouais, ça doit pas être facile tous les jours quand tu parles justement à des gens comme ça, très variés, de pouvoir adapter à chaque fois ton discours. Que tu parles à des gens qui soient habitués, pas habitués, novices, des gens de la tech, des gens de l'art, ça doit Bah pas être facile. Bah, du coup, ce qui est embêtant, c'est quand on adapte le discours, tu vois, les gens nous disent: «Est-ce que vous avez une brochure?» Donc on est obligé de faire une brochure spécialement pour ce type de Adapter à personnes. chaque fois. Et donc tu Ah, sais, tu as ta brochure, CGP, brochure sustainable, brochure cinéma, brochure machin. Tu te trouves à ah avoir 10 ouais. 11 brochures différentes, quoi. La folie. Ouais, ouais, bah, ça doit pas être ouais, ça doit pas être facile. Après, tu dois en plus l'adapter à chaque client pour rajouter peut-être des mentions selon ce que tu as partagé avec lui et tout. Ouah, ça doit pas être facile tous les jours, hein. Ça doit être vraiment vraiment être sport. Dans le secteur de la tokenisation, on sait qu'il y a il y a pas mal de tendances. Quelles sont actuellement, toi, les tendances que tu vois qui émergent? On sait que la tokenisation, en tout cas de ma part, j'ai commencé à en entendre parler avec, l'immobilier notamment, la tokenisation immobilière. Il y a d'autres secteurs d'activité dans lequel il y a de la tokenisation, notamment celle que tu fais. Est-ce que tu vois d'autres secteurs d'activité où la tokenisation est en train de prendre également? En plus de l'immobilier, moi, je vois plutôt tout ce qui est, commodities, matières premières. Ah C'est ouais? vrai que OK. ça a du sens. Bah, je trouve que ça a du sens, en fait, de se dire, tu vois, tokeniser, des produits qui pourraient être, repris en bourse comme le café, le cacao, l'or, et de se dire, «J'ai un token, qui reprend, des». Donc là, pour le coup, c'est pas des securities, hein, on serait sur des commodities, où c'est une partie d'or, où c'est une partie de diamant, c'est une partie de café, et en fait, je peux échanger du bitcoin contre du café, c'est plutôt sympa, tu vois, je trouve. Ça, c'est quelque chose qui va être très tendance.
D'autant plus que, selon certains pays, tu vois, tu as des pays qui sont des gros producteurs de café, d'autres des gros producteurs de cacao, d'autres des gros producteurs d'or et finalement, ça va leur permettre de rentrer dans la tokenisation, de pouvoir, acheter du bitcoin, via ça, parce qu'ils vont pouvoir gérer aussi les marchés secondaires et en même temps, ça va pouvoir, valoriser en fait, des actifs qu'ils ont et qui poussent, sur leur sol et il y a un côté, ça leur permet justement de conserver cette souveraineté qu'ils cherchent à avoir puisque c'est lié en fait à des matières premières qui poussent chez eux. Mais d'un autre côté, ça leur permet de rentrer dans un marché global puisque Ouais, c'est sûr. c'est des marchés boursiers et des places d'échange qui sont mondiales en fait, tu vois? Donc je pense que ça, c'est, des prochains échanges et à terme, à mon avis, tu vois, on va avoir de plus en plus de dédollarisation. C'est-à-dire que je serais pas étonné que dans, quelques années, il y a un coffee coin ou un coffee token qui, en fait, soit l'unité d'échange du café à l'échelle mondiale. D'accord. Où on l'échangera plus en dollars, ce sera en coffee coin et tout le monde échangera en coffee coin et ce sera, plutôt sain et ce sera, pourquoi pas, quelque chose d'ultra décentralisé où chaque pays pourra acheter du coffee coin et ceux qui ont, du coup, des grosses productions de café, ils pourront les échanger et ainsi de suite. Enfin, c'est je vois Ouais, c'est une une idée. tendance. Et on voit aussi de plus en plus dans l'écosystème des gros acteurs qui commencent à s'y mettre. Ah, tu parlais toi-même juste avant de BlackRock. Hem, Qu'est-ce que tu penses, des grosses entités comme BlackRock qui arrivent dans l'écosystème? Est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Est-ce qu'au contraire ça peut être un frein pour l'écosystème? Heu, Quel est ton avis par rapport à ça? Bah, moi, dans tous les cas, j'ai une vision globale du marché. Le marché, il est assez énorme, donc si tu veux, on joue pas dans la même cour, mais, en fait, Ouais, on s'attaque pas aux mêmes clients. C'est-à-dire que rien que le marché de l'immobilier, il vaut, à peu près 350 trilliards. Donc c'est 350 milliards de milliards, tu vois? Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc BlackRock, ils vont à mon avis s'intéresser qu'à des grosses opérations. Mais effectivement, je trouve que c'est bien parce que, aujourd'hui, si tu as des très, très gros, dans le milieu de la corporate finance, tu vois? Si tu as des deals à plus de 400 millions d'euros ou si tu as des deals avec des États, parce que les États, ils ont des actifs aussi, tu vois? Ils ont des bons d'État, ils ont des actifs d'État. Aujourd'hui, ils vont pas s'adresser à moi pour tokeniser leurs actifs. c'est Ils clair. vont plutôt, s'intéresser à BlackRock et je trouve que c'est plutôt pertinent qu'il y ait des acteurs comme ça qui vont pouvoir, tokeniser des actifs d'État et pour des acteurs qui sont entre 20 et 400 millions d'euros, nous, on peut être beaucoup plus pertinent pour le faire, quoi, tu vois? Ah, c'est clair, c'est clair. Donc pour toi, le fait d'avoir des gros acteurs, des institutions, bah, c'est bien pour les institutionnels justement et ça permet aussi de peut-être renforcer le marché parce qu'il y a des gens qui disent que ça pourrait le décrédibiliser, pardon. Toi, c'est pas ton avis, au contraire, c'est le renforcer? Oui, mais en fait, moi, je suis convaincu que je crois que c'est aussi le CEO de BlackRock qui avait dit ça. En fait, dans plusieurs années, on pourra plus échanger de valeur sans passer par la tokenisation. C'est Ah, on est qu'aujourd'hui, tu vois, d'accord. je te donne de l'argent, un billet, ou bientôt ce sera plus possible. Quand on te donnera un billet, tu te diras: «Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est un vrai? Qu'est-ce qui me prouve qu'il est relié à ceci ou cela?» Bientôt, chaque actif, chaque chose qui a de la valeur, même si c'est même pas un actif, tu vois, tu achèteras une paire de chaussures, il faudra le certificat d'authenticité NFT derrière. Donc la tokenisation, elle va être partout, ça va devenir un standard. Donc aujourd'hui, il y a des pionniers, il y a des gens qui sont à l'avant-garde, qui le font. Mmh. Mais je pense que dans 5 10 ans, les prochaines générations qui vont grandir, qu'avec ça, eux, ils voudront plus échanger de la valeur sans tokenisation. Donc si tu veux, ça me semblera logique que tout le monde aujourd'hui, voudra échanger via la tokenisation. On sera peut-être sur des modèles, beaucoup plus avancés, beaucoup plus fluides en termes d'expérience utilisateur, mais à mon avis, du coup, toutes les banques, toutes les systèmes de paiement, de mobile money ou autres les proposeront puisque tu échangeras de la valeur depuis ton téléphone et on aura des wallets, qui ressembleront peut-être plus à des wallets, hein, mais dans tous les cas, ce sera toujours des tokens derrière, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a peut-être un sujet sur lequel on peut aller tous les 2.
tu l'as un petit peu traité, mais on pourrait y aller un peu plus en profondeur avec tes mots, parce que je vois que tu vulgarises super bien. C'est justement quelle est la différence pour un acteur comme BlackRock ou une société entre passer par, on va dire, le monde normal, Web 1, Web 2, et le monde Web 3, c'est-à-dire tokenisation. Qu'est-ce qui fait que la tokenisation, c'est mieux? Si, par exemple, je suis une entreprise, je suis encore en train d'hésiter en me disant, bah, pourquoi passer par la tokenisation? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un plus. Est-ce que justement, tu peux nous expliquer, toi, quels sont les plus de la tokenisation et en quoi ça va vraiment changer, être un game changer? Oui, alors et pour moi, j'en vois, je vois 3 bénéfices majeurs de la tokenisation, Ok, voire même 4 en fait. Si tu veux, le 1er, c'est vraiment une notion de confiance. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, c'était d'ailleurs un des business angels qui voulait investir dans un autre projet, il y a 4-5 ans. Il avait un business dans l'hôtellerie, au Grand-Duché du Luxembourg et donc il avait une super affaire qui marchait super bien et il avait racheté toutes les parts, de son associé, 15 ans plus tôt. Sauf que son ok, associé était revenu en disant, «En fait, tu m'as pas racheté toutes les parts, il en reste quelques-unes et vu qu'aujourd'hui, ton affaire est une affaire florissante, tu me dois, 35 000 €». mais non. Sauf que, pas de preuve si tu veux qu'il avait encore qu'il était encore actionnaire, donc notaire, donc avocat, plusieurs procédures pour dire est-ce que oui ou non. Là, en fait, c'est simple, l'actif, il est dans ton wallet ou il l'est pas. Donc en Ok, gros, soit tu dis: «Bah, finalement regarde, il y a encore des jetons, donc effectivement, ma part est valorisée à tant», soit, j'ai pas de jetons, donc je peux rien réclamer. Donc déjà, il y a ce côté de confiance, traçabilité, même immuabilité parce que tu auras toujours tes jetons dans ton wallet, tu vois? ah, Ça, c'est c'est plus hyper transparent. important. Ce qui est important, c'est que tu sais aujourd'hui quand tu quand tu détiens un actif, par exemple, si tu détiens, un contrat de BSR ou une action, normalement, quand tu la perds, l'entreprise, qui a émis, cette action-là, elle est dans l'obligation de te la réémettre puisqu'elle a normalement, il y a une preuve que tu l'as acheté chez elle, quoi. Bah, ici, des fois, c'est pas tout le temps possible parce que les gens perdent ou alors ils vont te dire: «Bah, faut repartir voir le notaire». Le notaire va dire: «OK, il faut payer 300 € ou j'en sais rien». Donc c'est compliqué. Alors que là, le jeton, il est dans le wallet. Donc ça, c'est super intéressant. La 2e des choses, c'est que, ça réduit les marges d'erreur. Parce que tu vois, tu peux avoir des erreurs là qui vont se faire. Les erreurs, elles sont dues, la plupart du temps à des hommes. Tu peux avoir des erreurs manuelles, tu peux avoir des erreurs de frappe, des erreurs informatiques. Ici, dans la blockchain, en fait, comme tout est automatisé, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la blockchain, c'est des process qui sont automatisés, mais en fait, et tout est relié par smart contracts qui vont, en fait, s'exécuter au fur et à mesure que les conditions sont réunies. En fait, il y a moins de marge d'erreur. Donc ça, c'est aussi intéressant pour être sûr que finalement, c'est bien toi qui détiens le jeton, c'est bien toi qui as le droit aux dividendes, c'est bien toi qui peux revendre tes parts, ainsi de suite. Donc ça, c'est hyper intéressant en termes d'investisseurs et surtout quand tu vas faire des deals, tu sais, à l'international, tu vas un investisseur de Hong Kong qui investit dans une boîte en France, c'est pas tout le temps, que le mec va pouvoir se déplacer, rencontrer les fondateurs. Il a besoin d'avoir la traçabilité, de la sécurité. Donc ça, la sécurité, c'est hyper intéressant. Pour moi, c'est le 2e point, ça réduit les marges d'erreur. Le 3e, le 3e avantage, c'est la liquidité, en fait. Aujourd'hui, quand tu investis dans une entreprise, que tu fais du private equity, tu sais que tu vas pas sortir avant les 5 ou 7 ans, tu vois? Donc tu sais déjà, Mm. c'est pas liquide pendant les 5 ou 7 ans. Maintenant, si tu veux, revendre à un actionnaire qui est déjà, qui est déjà, en fait, dans la cap table, tu vois? Dans la table de capitalisation, c'est-à-dire qu'il détient déjà des jeux il est déjà dans l'actionnariat. Peut-être que lui, il peut te racheter tes parts au bout de 3 ans, tu vois? Ben ça, tu peux le refaire sans passer par un notaire via la tokenisation. Tu peux dire: «Bah, tu sais quoi? C'est une transaction sur la blockchain, je te passe mes parts et tu me les rachètes». Donc ça, tu peux déjà organiser un pré-marché secondaire et il y a maintenant des entreprises qui organisent des marchés secondaires régulés parce qu'ils ont des agréments de brokers qui peuvent lister, en fait, des security tokens d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc Ouais, génial. ça offre du marché secondaire et comme c'est de la blockchain, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alors que les marchés financiers sont ouverts simplement, du lundi au vendredi, tu vois? Donc là, déjà, il y a plus de liquidité. Dans le cadre du revenue based financing que nous, ce qu'on fait,
bah, c'est encore un produit diversifié de diversification, mais pour le coup, qui te permet en fait de percevoir des redevances trimestrielles ou semestrielles. Donc si ça se trouve, au lieu d'attendre 5 ou 7 ans de faire un exit, dans les 2 ou 3 ans, tu as déjà récupéré ta mise et si tu veux le revendre dans 3 ou 4 ans, tu as déjà gagné de l'argent. Donc tu vois, ça c'est moins risqué, c'est plus rentable, c'est plus liquide et c'est plus sécure. Ouais, c'est clair et c'est d'ailleurs, c'est un des problèmes, dans le secteur du crowdfunding standard. C'est que souvent les gens qui investissent dans le crowdfunding standard, ils arrivent pas après à revendre leur part, ils sont bloqués 5, 7 ans et si tu as besoin de liquidité, tu es chocolat donc si tu veux vraiment pouvoir passer par la tokenisation, bah, tu achètes et tu revends plus ou moins tes tokens quand tu veux et en plus de ça, bah, ça te permet vraiment d'aller plus vite pour récupérer des fonds. Tu peux aussi après les collatéraliser, c'est encore un autre objectif qui va arriver dans le futur. Et donc c'est vrai que tu as vraiment raison là-dessus et souvent les gens s'en rendent pas compte. Quelque chose qui explose, bah, c'est tout simplement le crowdfunding, mais la tokenisation, c'est un peu un crowdfunding 2.0, hein, si on pourrait expliquer ça comme ça. Ouais, alors le crowdfunding, c'est vraiment le fait que les gens puissent investir. Pour moi, le crowdfunding, ça a été le 2.0, c'est déjà les ICO en fait, hein, que tout le monde puisse Ouais. prendre part. Mais le crowdfunding, ça reste du financement participatif, il faut faire des agréments pour ça. Donc nous, c'est pas vraiment ce qu'on fait, puisqu'on a un club deal, on ne fait pas de financement participatif avec des appels publics à l'épargne, c'est que des financements privés. Mais oui, effectivement, la tokenisation va pouvoir permettre de faire du crowdfunding 2.0. Et ce qui est encore plus intéressant, tu vois, c'est que tu vas pouvoir investir dans des projets sans argent. Tu vas pouvoir investir dans des projets avec des actifs. Je te donne un exemple. Ah, Imagine, moi, je détiens des parts d'entreprises immobilières où j'ai investi dans des projets à revenus locatifs. Et donc, tous les mois, je perçois des revenus locatifs parce que j'ai des tokens, tu vois. Donc, tous les mois, j'ai de l'argent qui tombe. Et là, je vois une opportunité hyper intéressante d'investir dans un projet de musique. J'ai un coup de cœur pour cet artiste, je sens que ça va exploser. Le problème, c'est que j'ai pas de liquidité à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'empêche de dire à l'artiste, j'ai investi, mais du coup, je te propose deux de mes tokens immobiliers. Et j'investis dans ton projet en te donnant deux projets immobiliers, deux tokens immobiliers. trop Tu bien, vois? un peu comme du troc. Bah, un peu comme du troc, Ok. c'est-à-dire que lui, il va dire, bah, ça dépend à combien valent tes parts et qu'est-ce que ça te rapporte tous les mois. Tu vois, si je te dis, en gros, j'ai 300 euros de loyer qui tombent tous les mois et que lui, ça lui dit, tiens, ça veut dire que si je les achète, enfin, si tu me les files, je vais gagner 3 600 € sur cette année. Bah, tiens, ça paye mon budget marketing ou mon ingénieur son. Tu vois, le Ok. porteur de projet musical, il va réfléchir comme ça. Il va se dire, bah, ok, donne-moi tes deux tokens immobiliers. Et puis moi, en contrepartie, je te donne pour le même prix, l'équivalent en fait en termes de valeur des tokens de mon projet musical. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable à terme, quoi. Ah, c'est fou. Ouais, ça Mais va sans permettre. token, tu peux pas le faire parce que ça veut dire que tu dois aller voir des avocats qui vont te dire: «Bah, OK, il faut payer, les notaires», enfin, tout ça, c'est hyper cher alors que là, en fait, c'est les investisseurs, ils se mettent d'accord de gré à gré et puis ça change le token, tu vois? Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, ça permet vraiment de faire quelque chose qui est différent et vraiment quelque chose qui est pas possible sur le marché actuel. Et ça, c'est là où on voit la force de la tokenisation, c'est vraiment sur cette flexibilité, cette mobilité de la monnaie ou des actifs qui vont justement permettre de faciliter la vie des gens et de la tokenisation. Hem, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que la tokenisation, la blockchain, c'est pas vraiment éco-responsable, que ça consomme énormément d'énergie? Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus et qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors, aujourd'hui, c'est pour moi, il y a des blockchains qui sont hyper éco-friendly comme des Ouais, blockchain Polygon, elle est carbone neutral, tu vois? Tu as des blockchains comme Hedera aussi qui font de la tokenisation d'actifs qui sont, hyper, enfin très peu énergivores et concrètement, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus éco-responsable qu'un système classique d'économie parce que, bon, il y a moins de papier, il y a moins d'intermédiaires, il y a potentiellement moins de déplacements parce que, il y a des déplacements au niveau des intermédiaires. Tu sais, quand tu dois avoir des avocats, des notaires, moi, c'est tout bête, mais quand j'ai créé ma société, je suis allé voir un notaire, un avocat
j'ai fait 3 heures de route avec ma voiture. Donc, si tu veux, il y a des dépenses carbone, il y a des dépenses d'essence, il y a des dépenses de papier juste pour mettre ma signature. Parce qu'aujourd'hui, en blockchain, il n'y a plus réellement besoin. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu fais la tokenisation, qu'il n'y aura pas de déplacement. Si l'investisseur il veut prendre un vol Hong Kong-Paris, bah oui, c'est pas éco-responsable. Mais ça, c'est pas lié à la tokenisation. C'est lié parce que tu as l'investisseur qui va se déplacer. Donc, globalement, C'est clair. ça permet en tout cas de squeezer des étapes. Et en plus, d'ailleurs, on peut être compatible aujourd'hui. Il y a j'ai rencontré ça quand j'avais ouvert un compte Revolut. J'avais dû signer un document notarié. Et en fait, enfin, c'est un notaire qui devait certifier un document. Et en fait, je suis passé par un notaire en ligne. Et maintenant, si tu veux, Waouh! les notaires. Ouais, bah, justement, j'ai découvert ça avec une start-up qui est, je crois, en Suède et ça s'appelle Legitify, je crois. Ils ont levé 1 million ou 1,8 million ces derniers mois. Et donc aujourd'hui, en fait, tu peux avoir un notaire qui va authentifier un document. Ça te coûte 80 € et tu fais juste un visio avec lui de 10 minutes, quoi. Donc tu vois, et Waouh! ça peut être tout à fait Ah, c'est le, game le changer document. ça aussi, hein. Ah oui, le document, il est intégré en fait dans ton token derrière ou dans les processus de tokenisation sur la blockchain. Donc ça t'évite en fait des déplacements et surtout du temps. Parce que tu sais, un notaire, quand tu veux prendre rendez-vous avec lui, il va te dire bah, je suis disponible que dans 3, 4, 5, 6 semaines. Là, c'est 10 minutes et puis c'est réglé, quoi. Et puis en plus le prix, ça pique un petit peu, donc peut-être le fait de faire en format comme ça coûterait sûrement un petit peu moins cher. Donc Bah oui, ouais, je là, le comprends, notaire, je il a dû comprends. encaisser 80 € pour 10 minutes à vérifier un document, tu vois. Génial. Il te dit oui, mais attends, 10 minutes, il te les trouve dans les 24 heures, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, génial, bravo. Petite question, qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Icegood pour les 3, 4, 5 prochaines années? Quels sont tes objectifs? Comment tu te vois d'ici 4, 5 ans? Quelle serait la vision? Alors on a vraiment, envie d'avoir une vision d'être une entreprise qui est bah, toujours à la pointe de l'innovation avec, Ouais, améliorer les process qu'on a et surtout, avoir pas mal de gros clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on discute avec, un producteur qui a déjà mis son offre en ligne, mais, mais concrètement le cinéma c'est un petit milieu. Et nous, notre but, c'est de réaliser cette opération-là, parce qu'on sait derrière, on a 30 producteurs qui vont dire: «OK, vous l'avez fait une fois, nous aussi on veut le faire». bah Et ouais, dans le scalable cinéma, après. il y en a très peu. J'ai un coup de cœur pour, une réalisatrice qui a eu un Oscar, d'honneur il y a 2 ans, qui est la seule réalisatrice, au monde qui a dirigé Marlon Brando et qui a envie de tokeniser justement son prochain film. J'aimerais que ça puisse se faire avec nous. Mais ça, c'est plus pour la on va dire le côté prestigieux, de la chose. Et en gros, on a quelques gros clients. J'aimerais qu'on puisse avoir ces 2 gros clients-là avec nous qui nous permettraient, au-delà du prestige, de concrètement avoir c'est plus qu'une sécurité financière ici, c'est d'être vraiment en maxi profit en fait, pour plus avoir à se poser de questions sur, on a réussi à faire ce qu'on veut faire. Ça, c'est plus une ambition personnelle, mais j'ai vraiment envie que ce club deal puisse être, avec beaucoup de personnes, en qualité. La quantité, c'est pas important. Je préfère qu'on ait 100 personnes hyper engagées, qu'on ait 1000 personnes pas engagées. Mais voilà, Totalement. j'ai envie d'avoir un club deal de personnes de qualité, qui vont pouvoir, venir challenger des startups, des projets et mettre des tickets d'investissement et que nous, on puisse vraiment proposer des événements de qualité aussi au Festival de Cannes, au CES ou autre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, ça va être une vraie aventure et j'aimerais que finalement, Ace Fun, ça devient comme une marque en fait, où quand les gens ils entendent Ace Fun, ils pensent tout de suite à qualité, à networking, à investissement, à un réseau privilégié et qu'ils ont envie de se dire: «Bah tiens, j'ai envie de faire partie de ce réseau-là, quoi». Parce que nous, on vise, la qualité. Aujourd'hui, j'ai la chance que majoritairement, quand on parle de moi dans la tokenisation ou dans la blockchain, c'est en bien, Ouais, c'est clair. pour le moment. J'ai envie que ça continue et
pas que à travers ma personne, mais à travers les services de toute l'équipe et des salariés qu'on aura et donc j'ai ça c'est une vraie mission, hein, pour nous d'arriver à faire, inculquer que les gens ils puissent, heu, transporter ces valeurs-là et qu'ils soient centrés sur l'humain, qu'ils soient centrés sur les personnes. Ils puissent se dire: «Tiens, OK, nous on aide, des investisseurs à trouver des vrais projets, on aide des vrais projets à se financer» et en fait, le vrai impact, il est sur ça. C'est que c'est avant tout pour moi des humains et des équipes qui portent des projets. Tu peux avoir des super projets portés par des mauvaises équipes, ça marchera pas Aussi. trop. Et à l'inverse, des fois, tu as des projets qui peuvent être pas mal et qui sont portés par des équipes qui sont tellement canons que le projet, il ne peut qu'exploser, quoi. Donc C'est la clair. valeur ajoutée, elle est toujours sur l'humain et quand quelque part tu as les des fois, tu sais, tu as des investisseurs, en fait, qui mettent des tickets parce qu'ils ont une sensibilité avec un projet ou qu'ils investissent que dans des projets à impact et au final, quand tu arrives à faire fitter ces personnes-là, tu sais que tu crées la valeur ajoutée tout de suite, quoi. Donc c'est ça qu'on a envie d'avoir. J'ai envie vraiment d'être synonyme d'impact, de qualité. Sur très long terme, OK. quoi. OK, OK. Bah, super vision en tout cas, bah, force à toi pour cette vision et j'en doute pas que tu vas y arriver parce qu'en tout cas, tu es en train de lancer quelque chose d'assez formidable. J'invite tout le monde à bien sûr te contacter encore une fois. Allez voir Grégory sur LinkedIn, allez voir ce qu'il fait et c'est vraiment incroyable. Il y aura tous les liens, en description, bien sûr, du podcast. Donc regardez ce qu'il fait et si vous avez besoin de le contacter, LinkedIn, comme il disait, c'est le meilleur moyen. Force à toi vraiment Grégory pour tout ça. Merci. On arrive gentiment à la fin du podcast. Et quand on arrive à la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Et le mot de la fin, ça peut être différentes choses. Ça peut être un dicton, une anecdote, un projet que tu as fait, que tu veux nous parler. Ça peut être un produit que tu vas bientôt lancer, que tu veux nous donner l'exclusivité. Ça peut être tout simplement un sujet qu'on a abordé sur lequel tu veux apporter plus de valeur, un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lequel tu voudrais justement nous donner un petit peu d'informations dessus. Ta carte blanche, ça peut durer 30 secondes comme 10 minutes. C'est toi qui décides. On te laisse. Bah, aujourd'hui, le message que j'ai envie de passer, c'est, aux gens, de rejoignez-nous parce que, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin et nous on a vraiment, pas mal d'échéances qui sont assez extraordinaires. On est, vraiment une entreprise qui est basée sur le partage et donc, faire Ouais. partager les opportunités qu'on a, les réseaux qu'on a. On a vraiment un réseau qui est très fort pour pouvoir, construire, faire du business ensemble. Pas forcément que pour des investisseurs, ça peut être des gens qui peuvent, tout simplement apporter du réseau, apporter une valeur ajoutée. On est ouvert à tout type de synergie donc, si, ce qu'on fait, ça vous parle, ça vous inspire, prenez, du temps pour, prendre contact avec nous. On sera ravis de pouvoir échanger pour voir si on peut faire un bout de chemin ensemble, quoi. Ah, incroyable. Bah, merci en tout cas Grégory pour ton temps. Bravo pour ce que tu fais encore une fois. Merci pour ce mot de la fin. Et puis pour les personnes qui nous écoutent, encore une fois, tous les liens sont en description pour aller contacter Grégory. Merci Grégory, force à toi, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.